Chapitre 1. Les jardins de l'Alhambra. Le 15 septembre 1981, le jeune Jack Sawyer, debout à l'endroit où les vagues viennent mourir sur le sable, contemplait l'immuable océan Atlantique, les mains enfoncées dans les poches de son jean. C'était un garçon de 12 ans, grand pour son âge. Le vent du large ébouriffait ses cheveux châtains, probablement trop longs, dégageait son grand front pur. Il était immobile, en proie à des sentiments contradictoires et douloureux qui le taraudaient depuis 3 mois. Depuis le jour où sa mère avait fermé leur maison de Rodeo Drive à Los Angeles et que dans un chambardement de meubles, de chèques et d'agents immobiliers, ils étaient venus à New York, où ils avaient loué un appartement à l'ouest de Central Park. De là, ils avaient pris l'avion pour cette calme station balnéaire située quelque part sur la minuscule côte du New Hampshire. L'univers de Jack était dépourvu d'ordre et de régularité. Sa vie semblait aussi instable et mouvante que l'océan houleux qu'il avait devant les yeux. Sa mère lui faisait traverser le pays, le trimballant d'un endroit à l'autre. Mais qu'est-ce qui faisait courir sa mère? Car elle n'arrêtait pas de courir, de courir. Jack se retourna et regarda la plage vide autour de lui. Il vit sur sa gauche le parc d'attractions Arcadia, dont le joyeux tintamarre retentissait du 31 mai au 1er septembre, et qui maintenant était désert et silencieux comme un cœur entre deux battements. L'immense charpente du Grand 8, avec ses montants et ses supports anguleux comme autant de grands traits au fusain, se dressait contre le ciel morne. C'est là-bas que vivait son nouvel ami Speedy Parker, mais le jeune garçon ne pensait pas à lui pour l'instant. Il regardait à droite, où se trouvait l'hôtel des jardins de l'Alhambra, et où ses pensées le ramenaient impitoyablement. Le jour de leur arrivée, Jack avait cru apercevoir un arc-en-ciel au-dessus du toit en croupe percé de lucarnes de l'hôtel. Un heureux présage en quelque sorte. Une girouette tournait de droite à gauche à droite, soumise à des vents contraires. Jack était sorti de leur voiture de location et, sans s'occuper des bagages, était resté planté le nez en l'air. Mais il n'y avait pas d'arc-en-ciel au-dessus du coq en cuivre de la girouette. Le ciel était désespérément vide. Sa mère l'avait rappelé à l'ordre. « Allez, mon grand, ouvre le coffre et sors les valises. Ta vieille actrice de mer a hâte d'être dans sa chambre et de boire un verre. »« Un martini élémentaire, » avait dit Jack. « Tu aurais pu dire « Tu n'es pas si vieille que ça », avait-elle dit en s'extrayant à grand-peine de la voiture. « Tu n'es pas si vieille que ça ». Elle lui avait lancé un regard perçant, expression fugitive de l'arrogante Lily Cavanaugh Sawyer d'autrefois, la reine des séries B des années 60. « Je vais être bien ici, Jackie », lui avait-elle dit en se redressant. « Tu verras, tout se passera bien. C'est un bon endroit. » Une mouette était apparue au-dessus du toit, et Jack avait eu l'espace d'un instant l'impression désagréable que la girouette s'était envolée. « Ici, au moins, il n'y aura pas de coup de téléphone, hein ?»« Bien sûr, » avait répondu Jack. Elle voulait échapper à l'oncle Morgan. Elle ne voulait plus se disputer avec l'associé de son mari défunt. Elle voulait se glisser dans son lit avec un martini élémentaire et tirer ensuite les couvertures sur sa tête. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» La mort était toujours présente, elle rôdait partout. Au-dessus d'eux, la mouette avait poussé un cri. « Vamos, mon garçon, vamos !» lui avait dit sa mère. « Entrons au paradis !» Jack s'était alors dit « De toute façon, si les choses tournent mal, on peut toujours compter sur l'oncle Tommy. » Sauf que l'oncle Tommy était déjà mort, et que la nouvelle n'avait pas encore parcouru le gigantesque réseau de fils téléphoniques pour arriver jusqu'ici.
si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 milliards 890 millions de personnes? Eh bien, je dirais mensonge. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je te propose de te replonger dans un roman écrit par Stephen King, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit d'un roman qu'il a également coécrit avec Peter Straub. J'ai l'intention de te parler du premier tome du Talisman des territoires. Ce roman, il est paru le 8 novembre 1984 aux États-Unis, puis aux éditions Robert Laffont en France en février 1986. Édition française traduite par Béatrice Gartenberg et Isabelle Delors. En version française, ce roman fait 648 pages. Alors ce roman, il a été publié en France sous un premier titre de Talisman des territoires, et lorsque le tome 2 est paru en 2002, un tome 2 sobrement intitulé Territoire, il a été rebaptisé Talisman, et le Talisman des territoires, c'est un titre qui est resté, mais cette fois-ci, ça concerne la saga. Moi, j'ai une vieille édition de 1998 chez France Loisirs, donc c'est encore l'ancien titre. France Loisirs, d'ailleurs, qui ont fait les plus belles éditions qu'on ait en France pour les Stephen King, et de loin. Un livre en hardback, avec une jaquette à l'ancienne, une couverture toujours avec la main rouge là, avec un tissu collé. Il y a juste un problème, c'est que c'est un roman écrit à quatre mains, Stephen King et Peter Straub. Il apparaît où, Peter Straub, là, sur la tranche? Parce que sur la jaquette, il est bien marqué, hein. Injustice. Je vais commencer par te parler de la jeunesse du roman. Stephen King et Peter Straub ont vécu tous les deux à Londres et se sont rencontrés là-bas, où ils se sont bien entendus et ont fini par se lier d'amitié. Ils avaient la même vision du monde littéraire, de ce qui faisait un bon roman, et ils ont évoqué ensemble l'idée d'écrire un livre de fantasy. Ils étaient tous les deux associés au style de l'horreur. Peter Straub et Stephen King se sont retrouvés quelques années plus tard aux États-Unis. En fait, ils écrivaient chacun leur tour un passage et s'envoyaient par modem leurs travaux à chaque fois qu'ils voulaient passer la main. Oui, je te récite scrupuleusement l'article Wikipédia, mais en même temps, je vais pas l'inventer. Alors quand deux maîtres de l'horreur travaillent ensemble, ça donne quoi? Café. Jack Sawyer a 12 ans. Avec sa mère, il fuit. Il fuit Morgan Sloat, l'associé du défunt père de Jack, qui veut récupérer les parts de la société dont Lily a hérité. Ils atterrissent dans un hôtel quasiment désert, à l'extrême est des États-Unis, dans le New Hampshire, un hôtel qui s'appelle l'Alhambra. Seul problème, c'est que Lily est atteinte d'un cancer et est mourante. Alors que tous les espoirs semblent perdus, Jack fait la connaissance de Speedy Parker, un vieil homme noir bluesman et gardien du parc d'attractions situé à proximité de l'hôtel. Ce dernier lui apprend l'existence des territoires, un monde parallèle au nôtre où tout est plus intense, mais également un monde rempli de dangers et de créatures qu'on pourrait dire damnées. C'est dans ces territoires que se trouve l'Hôtel Noir, et c'est dans cet Hôtel Noir que se trouve le talisman, le seul artefact assez puissant pour pouvoir sauver sa mère. Problème, Jack est dans le New Hampshire, c'est-à-dire l'extrémité est des États-Unis, et l'Hôtel Noir se trouve sur la côte ouest. Pour accomplir cette quête, Jack il a deux choix. Soit tenter la traversée dans notre monde, soit tenter la traversée depuis les territoires, sachant que 1 kilomètre parcouru là-bas équivaut à plusieurs dizaines de notre côté, mais les territoires peuvent se révéler un endroit extrêmement hostile. Et c'est un monde totalement inconnu pour Jack. On va donc suivre les péripéties de Jack Sawyer à travers les États-Unis et également à travers les territoires. Très vite, Jack il se rend compte que des personnes ont des doubles dans ces deux dimensions. Et également que lorsqu'il se passe un grand événement d'un côté, ça a une influence sur l'autre monde parallèle. Lily, elle est restée à l'Alhambra et elle est mourante. Alors son double, la reine Laura Deloisian, eh bien elle l'est aussi. Étant donné que cette reine pacifiste n'est plus en capacité de gouverner, Morgan Doris, le double de Morgan Sloat, il en profite pour tenter de prendre le pouvoir dans les territoires. Sauf que lui, ses associés, ses hommes de main, ils sont tout sauf bienveillants. Lui aussi convoite le pouvoir du talisman. Jack, il peut changer le monde un peu comme il veut. Durant son périple, il va atterrir à la taverne d'Otley, dans notre monde. La taverne d'Otley, c'est une auberge absolument sordide où il est retenu contre son gré pour y travailler.
Il s'en échappe en rebasculant du côté des territoires et là-bas il va faire la connaissance d'un personnage extrêmement important qui s'appelle Wolf. C'est un jeune loup-garou, berger, et les deux vont se lier d'amitié et atterrir dans notre monde au foyer du soleil tenu par le tyrannique révérend Gardener. Pour te décrire en gros, le révérend Gardener, c'est un fou qui impose sur sa personne une vision extrêmement sectaire et qui fait vivre une véritable tyrannie à tous les pensionnaires du foyer du soleil dont il a la direction. C'est un foyer pour jeunes délinquants. En clair, c'est au moins aussi terrible qu'un EHPAD Orpea, c'est dire. Une fois sorti du foyer du soleil, Jack il va retrouver Richard Sloat, qui est son meilleur ami et qui est également le fils de Morgan Sloat. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. Ensemble, ils vont rebasculer du côté des territoires et traverser les terres dévastées, qui portent extrêmement bien leur nom. C'est la dernière étape avant de pouvoir s'emparer du talisman. Leur intégrité mentale et physique va être soumise à très rude épreuve. J'ai trouvé ce livre absolument génial. J'ai à 100% adoré. En fait, le récit, c'est les péripéties d'un jeune garçon à travers un territoire ou à travers les territoires. Et à aucun moment, je ne me suis ennuyé. J'ai particulièrement aimé le récit qui t'est fait de l'amitié qui lie Wolf, le jeune loup-garou, et Jack. C'est vraiment un passage qui m'a attendri, parce que Wolf, il possède des facultés que nous n'avons pas, et notamment un super odorat. Quand il arrive dans notre monde, instantanément, il trouve que ça pue. Pour lui, tout sent extrêmement mauvais, et c'est parfois un handicap pour avancer parce que ça le bloque complètement. Ça lui est complètement insupportable. À un moment, Jack il va piquer une crise contre Wolf, et ce dernier réagit très fort, presque comme un enfant apeuré. Au fur et à mesure, Jack il se rend compte que quelque chose ne va pas pour Wolf et du sacrifice qu'il est en train de faire, du fait que c'est pas simulé, que c'est pas exagéré, que c'est pas un caprice, donc il va regretter. Ça va encore plus resserrer les liens. C'est un message d'acceptation. En vérité, notre monde est en train d'empoisonner Wolf, mais littéralement. Et quand Jack s'en rend compte, en fait, en fait, je sais pas comment finir cette phrase. Je sais pas comment le décrire. C'est juste touchant. Pendant ma lecture, je me suis interrogé néanmoins sur un point. J'en étais aux 3/4 du bouquin. Ils n'étaient pas encore arrivés à l'Hôtel Noir. Et je m'interrogeais sur le retour. Le livre, à 85%, c'est la traversée des États-Unis. À 14%, c'est les événements qui se passent une fois qu'ils sont arrivés à l'Hôtel Noir. Et 1%, c'est le chemin du retour. Pour schématiser, c'est un peu téléportation. Quand je l'ai eu fini, sur le moment, ça m'a déçu. Et puis après, tu sais, quand tu te poses et puis que tu réfléchis un petit peu, finalement, je me dis que c'est pas plus mal parce que les événements qui se passent à l'Hôtel Noir permettent de terminer en apothéose. Et ça aurait détruit la dernière image que tu as du livre. Donc c'est très bien. Je vais quand même nuancer un peu. J'ai vu l'avis qu'en a fait le booktuber de la chaîne Chronique Livresque dans l'une de ses vidéos où il présente tous les Stephen King. Lui, ça ne l'a pas marqué parce qu'il trouve que pour un livre de fantasy, finalement, ça reste assez classique. Si tu es habitué à ce genre littéraire-là, et ben là, il n'y a rien de transcendant. Je suis absolument persuadé qu'il a 100% raison. Mais par chance, je suis pas un habitué du style fantasy. J'en ai lu, mais j'en ai pas lu beaucoup. Et du coup, ben, j'ai kiffé. Est-ce que je pourrais te conseiller ce livre? Alors là, oui, sans problème. Pour moi, il a coché toutes les cases. Mais attention, c'est mon avis. Pour répéter ce qui est dit sur la chaîne Chronique Livresque, peut-être que si tu es un grand amateur de fantasy et que tu en as de grandes attentes, ça sera complètement insuffisant. Pour te parler un peu de ce qui s'est passé, j'avais ce livre dans ma bibliothèque depuis 6 ou 7 ans et à chaque fois je remettais sa lecture à plus tard. Parce que pas le temps, parce que envie de lire autre chose, parce que j'avais des entrées dans ma bibliothèque plus récentes qui me faisaient plus envie. Mais qu'est-ce que j'ai été con d'attendre aussi longtemps. Du coup, il est absolument évident que je lirai le tome 2. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas encore fait. Ça va le chat? On se réveille?
Le livre est prêt. Je vais essayer par contre de ne pas attendre 6 ou 7 ans pour le faire. Je crois que je t'ai tout dit. J'espère de tout cœur, bien sûr, que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser ton avis dans les commentaires. Et en attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!